De la mort humaine, on va passer à la mort animale. Non pas que l'humain ne soit pas un animal, mais enfin, en tout cas de la même manière qu'il y a des morts humaines qui sont médiatisées en ligne, et c'est ce qui nous préoccupe le plus largement aujourd'hui. Il y a aussi des morts animales sur le web, nous rappelant combien nous, humains, ne sommes au fond qu'une portion du vivant. Et si je vous dis ça en guise d'introduction, c'est que ce vivant dont nous parle Michel Foucault dans son cours au Collège de France en 1979 sur la biopolitique, eh bien, m'a rappelé, m'a remis dans le chemin de cette idée que voilà, nous ne sommes qu'une portion du vivant. Et dans ce cours, Foucault dit, et c'est un élément important, ça a été un des éléments un peu structurants pour ma recherche et pour mon travail, excusez-moi, je remets le diaporama en plein écran. Foucault nous donne cette définition de la biopolitique. Il dit la biopolitique, c'est quand on se préoccupe, et je le cite expressément, d'un ensemble de vivants. Alors non pas que Foucault était préoccupé en 1979 par les animaux, loin de là, mais cette préoccupation politique nouvelle, la biopolitique, qu'il met au jour et qui ne se préoccupe plus seulement de territoire, de sujets sociaux, mais maintenant de corps et de la vie des individus, eh bien cette biopolitique, ce modèle biopolitique nous interroge aussi sur la prise en compte de la vie et de la mort des animaux. Et on, on, on observe depuis lors, et c'est un fait, que cette question de la vie et de la mort animale dans un contexte de préoccupation écologique grandissante vient un peu à peu pénétrer le cœur des programmes politiques à gauche, au centre, à droite et même aux extrêmes. Mais selon quelle modalité la prise en compte des conditions de mise à mort des animaux a-t-elle rejoint le cœur des préoccupations du corps politique? Il me faut ici vous dire un mot des travaux, cette fois-ci d'Antonio Negri, dans son abécédaire biopolitique, qui nous dit en 2002 que, eh bien, la biopolitique ne peut exister que dans un partage ou une collusion, au fond, entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui exercent une résistance au pouvoir, nous permettant ainsi de comprendre bien le rôle joué autour de cette question par l'organisation militante française de lutte contre la maltraitance animale, L214, qui est une association qui déploie depuis quelques années une critique du système à l'endroit du fonctionnement ou des dysfonctionnements, en tout cas selon eux, des abattoirs et des élevages en France, conduisant les pouvoirs publics à faire des choix de gouvernance concernant le fonctionnement ou les dysfonctionnements de cette industrie. Mais comment cette industrie de la mort animale, prenant la forme d'une boîte noire, ainsi je reprends ici un autre syntagme cher à Michel Foucault, qu'il utilisait pour parler du système carcéral, eh bien, comment cette mort animale et cette prise en compte de cette question du fonctionnement ou des dysfonctionnements de cette industrie a-t-elle émergé? Sans doute, le savez-vous, les animaux, ils ont longtemps été amenés vivants et abattus à l'étal du boucher et à la vue de tous les passants, jusqu'à ce que la mort animale soit écartée du regard au XIXe siècle avec l'invention de l'abattoir, qui est une invention française, par ailleurs, Cocorico, donc un principe d'industrialisation qui est un des témoins les plus puissants de la mise en place du capitalisme industriel, en même temps qu'il révèle les errements de ce modèle. Avec l'abattoir, on ferme la porte sur la mise à mort des animaux de rente, et pendant près de 2 siècles, il va quasiment, ou totalement, presque totalement, être impossible de voir ce qui se passe à l'intérieur. Tout au long des années 2010, et plus précisément à compter de 2015, L214 va progressivement bouleverser ce modèle avec l'objectif déclaré de rendre à nouveau visible ce qui se passe dans ces lieux, mais aussi de dénoncer les dysfonctionnements de cette industrie, car le bien-être et la sensibilité des animaux n'y sont manifestement pas garantis. Alors comment les militants procèdent-ils? Eh bien, ils entrent illégalement dans ces abattoirs, mais aussi dans les élevages, et captent des images qu'ils diffusent ensuite sur Internet en utilisant prioritairement YouTube.
La puissance évocatrice images, de ces images, elle a rapidement alerté les réseaux médiatiques qui s'en sont emparés et qui les ont diffusées à leur tour sur leurs canaux, dans leurs canaux, selon une mécanique qui a été parfaitement décrite par Luc Boltanski dans sa Souffrance à distance en 93, à propos de la télévision. On retiendra en particulier l'effet d'une bombe qu'a pu faire la diffusion d'extraits issus d'une vidéo maintenant célèbre de l'association qui s'appelle Abattoir Made in France et qui a été publiée en février 2016. Vidéo dans laquelle bien, le pays tout entier découvre effaré les maltraitances auxquelles sont exposés les animaux dans les abattoirs avant leur mise à mort. Et avec cette vidéo, il y a une conscience citoyenne qui émerge autour du droit au bien-être des animaux, conduisant immanquablement et par effet de réciprocité à soulever la question du bien manger et du bien-être chez les humains. Et puis, plus largement, cette problématique vient nourrir le rapport de défiance qu'on a de plus en plus à l'égard du monde industriel qui a commencé à s'installer au sein des sociétés occidentales depuis un certain nombre d'années. Alors, l'action de L214, elle correspond à celle des tireurs d'alarme ou à celle de tireurs d'alarme, comme les ont appelés Château-Renaud et Torny en leur temps, mais qu'on nommerait bien évidemment et plus probablement aujourd'hui lanceurs d'alerte. Alors, un lanceur d'alerte, c'est une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi une violation grave et manifeste de la loi ou un préjudice grave pour l'intérêt général. Alors, si une entité morale comme L214 ne peut pas être considérée à proprement parler comme un lanceur d'alerte, dans les faits, la frontière elle est mince entre cette entité juridique et les figures de ces deux fondateurs que je vous ai mis en photo sur la diapositive, qui sont Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, qui représentent l'association. Donc, je voudrais assez rapidement, en fait, en 3 temps, vous dire quelques mots sur le parcours de l'alerte et la façon dont est façonnée cette alerte. D'abord, en revenant sur le rôle joué par les technologies dans la vie de l'alerte. Ensuite, vous montrer que les médias tiennent une place absolument essentielle dans l'authentification et la mise en circulation de l'alerte. Et puis, insister dans un troisième et dernier temps sur le fait qu'une alerte, si elle donne une information, eh bien, elle s'appuie aussi sur des ressorts émotionnels qui interrogent le statut de l'information elle-même. Alors, la première préoccupation du lanceur d'alerte, c'est d'attirer l'attention sur quelque chose qu'ils considèrent comme portant atteinte au bon fonctionnement de la société, je vous le disais, et pour y parvenir, il faut à la fois jouer sur la grande banalité du problème et son caractère inquiétant. Du coup, le choix de la vidéo comme moyen de lancer l'alerte, il est évidemment tout à fait ingénieux puisqu'il va permettre de convoquer des preuves visuelles et il va avoir, a priori, et il l'a eu, un caractère éminemment mobilisateur. Alors, le premier stade du parcours de l'alerte ou de la mise en œuvre de l'alerte, c'est de collecter des images. Alors, dans le cadre de L214, on a 4 façons de collecter les images. Soit les membres de l'association entrent par effraction dans les élevages et les abattoirs pour filmer en caméra portée. Soit ils installent des caméras cachées qu'ils viendront rechercher plus tard. Soit parfois ils se font accepter ou recruter dans un élevage ou un abattoir pour procéder à des prises de vue, soit directement, soit encore une fois en installant des caméras cachées. Puis le 4e modus operandi, c'est de s'attirer les services ou la complicité d'un personnel qui va, pour l'association, capter des images puis lui transmettre. Avec un principe qui est celui du pas vu, pas pris. Ce qui fait que des images captées illégalement auront été utilisées à des fins législatives, notamment dans le cadre d'une commission d'enquête gouvernementale et dans le cadre d'une série de procès qui ont été installés depuis 2016. La deuxième étape, c'est le traitement et la mise en forme de ces données. Alors avec Internet, on aura vu un grand nombre de lanceurs d'alerte dans l'incapacité de réaliser ce travail parce que les corpus sont trop volumineux. On a tous en tête le cas d'Edward Snowden qui est tout à fait emblématique. Donc, dans le cas de L214, c'est différent.
le travail de sélection des images et de montage, il peut être réalisé en autonomie parce que, bien, au fond, le corpus est assez réduit, hein, à quelques rushs à peine, qui sont d'ailleurs très souvent réagencés de manière différente pour proposer un plus grand nombre de vidéos en ligne et aux médias. Par contre, il s'attire la complicité ou l'aide d'experts, ça c'est un élément important, hein, dans le montage, pour que le montage soit incontestable, et notamment avoir des recommandations de spécialistes, ce qui aura notamment permis d'écarter des situations dans lesquelles les animaux, surtout les cochons, sont pris de spasmes mais n'ont pas de mouvement qui serait lié à des détresses respiratoires aiguës, par exemple. La troisième étape consiste à diffuser les vidéos sur Internet, donc qui est une mécanique nouvelle, hein, que vous et moi connaissons maintenant très très bien, de circulation de l'information. Puis la quatrième et dernière étape consiste à accompagner l'alerte en répondant aux sollicitations des pouvoirs publics et des médias en associant son image de lanceur d'alerte à la cause, là en l'occurrence, hein, le couple Arsac-Gauthier. Ce qui me conduit à mon deuxième point concernant la vie numérique de l'alerte et m'amène à reprendre le fil de mes troisième et quatrième points, là, diffusion de l'information et accompagnement de l'alerte, en ce sens où les journalistes tiennent une place tout à fait centrale dans la vie et la circulation de l'alerte, hein, puisque c'est eux qui vont valider les faits dès lors qu'ils mettent l'information en circulation, dès lors qu'ils relaient l'information, tandis que bien, le lanceur d'alerte, de son côté, il a pour mission d'accompagner le travail du journaliste en se rendant disponible pour des interviews, en acceptant de publier des photographies, de se faire prendre en photo puis de publier des photographies pour incarner l'alerte, se faire inviter sur des plateaux télé, qu'on les entende à la radio, etc. Donc, c'est comme ça que Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, le couple fondateur de L214, bien, se sont imposés comme figure tutélaire ces 3, 4 ou 5 dernières années, figure tutélaire de ce mouvement et bientôt porte-étendard de la lutte contre l'industrie de l'élevage et de l'abattage en France. En contexte numérique et spécifiquement avec l'utilisation massive des réseaux sociaux, on en parlait là il y a quelques minutes, hein, l'usage des réseaux sociaux pour la prise de parole, on pourrait croire que la donne a changé. Et qu'on pourrait très bien mettre en circulation l'alerte sans avoir recours aux médias traditionnels, disons, hein, presse, télé, radio. Sauf que les risques de confinement de l'alerte, et L214 s'en est rendu compte très très vite et de manière très très forte, bien les risques de confinement de l'alerte sont très grands, soit sous l'effet des comportements des internautes eux-mêmes qui vont consulter l'information sans la relayer, hein, on n'a jamais garanti de relais d'une information, soit sous l'effet des algorithmes eux-mêmes, hein, qui vont mettre à l'écart très simplement l'alerte. Donc on voit combien l'intérêt des médias pour un sujet, eh bien, un, contribue très largement à sa visibilité, et deux, permet d'asseoir sa plausibilité. Je ne m'arrête pas sur les schémas que je vous ai montrés, enfin les graphiques que je vous ai montrés sur la diapositive, on pourra les discuter si vous voulez juste après mon intervention, mais il montre ou il témoigne, c'est une analyse quantitative que j'ai fait sur le traitement de la question dans les 3 grands médias nationaux, avec un recul suffisant, on va dire, à 2010. Donc, vous voyez qu'il y a un plat, et dès que les vidéos de L214 sont diffusées, bing, il y a des pics de diffusion de l'information et un maintien du sujet dans les médias qui est manifeste et très, très fort. Alors, mon troisième et dernier mouvement concerne la manière dont l'association est parvenue à mobiliser, au fond, puisqu'il s'agit d'images. Moi, je suis un spécialiste de l'analyse de l'image, hein, avant toute chose, donc c'était le cœur de la meule de ma recherche. Et pour faire ce travail-là, j'ai mobilisé l'outillage socio-sémiologique qui était à ma disposition, en tout cas chez les auteurs que je connaissais, et qui me permettait de construire mon modèle théorico-méthodologique. Je me suis notamment appuyé sur les travaux d'Élise
Eliseo Vérone a notamment une publication tout à fait magistrale sur le parcours médiatique de l'incident nucléaire de Three Mile Island, qui était un incident nucléaire qui a eu lieu à la fin des années 70 aux États-Unis. Et d'autre part, les travaux de Guillaume Soulez, qui travaille sur la question des délibérations à l'œuvre dans les objets audiovisuels, des travaux qui m'ont permis d'une part de fixer mon attention sur les conditions de production et de circulation de ces vidéos, puis d'autre part d'observer la manière dont le récepteur est pris en compte dans ces vidéos, en particulier la manière dont l'intelligence sémiotique des regardeurs est prise en compte par les militants. Et donc l'analyse des vidéos nous montre que si des indices de maltraitance apparaissent à l'écran, si des dysfonctionnements de ce système industriel semblent incontestables, dans le même temps, on cherche à toucher les sensibilités, particulièrement en faisant peur pour mobiliser. Pour ça, on va exposer des stigmates systémiques. C'est ma première petite capture d'écran. On voit le cochon mordre cette barrière qui l'empêche de se mouvoir. Donc, stigmates systémiques qui interrogent l'exploitation industrielle des animaux et en particulier les dispositifs techniques qui génèrent de la promiscuité, des blessures ou encore de la peur. Ces enclos, ces couloirs de circulation étroits, ces cuves de gazage, etc., qu'on revoit souvent dans les vidéos de cette organisation militante. On expose ensuite des stigmates corporels, c'est ma deuxième image, là on voit un bubon sur le corps de l'animal, mais parfois des plaies, etc., qui sont autant de stigmates qui disent quelque chose de pathologie contagieuse pour l'être humain qui va consommer finalement le corps de cet animal qui est destiné à l'abattage et donc du coup à produire une alimentation carnée. Et puis le troisième type d'image, prise de vue qu'on peut avoir, ce sont des produits vétérinaires qui renforcent la constitution d'un imaginaire de la transmissibilité des maux de l'animal à l'être humain. Et donc voilà, avec des produits qui semblent traîner par terre, parfois être abandonnés, ce qui renforce évidemment très largement l'inquiétude, car on est loin de cette image aseptisée qu'on est en droit d'attendre du comportement qu'on devrait avoir vis-à-vis de ce type de produit. Donc on voit comment l'association parvient à attirer l'attention en installant aussi un rapport émotionnel à la souffrance et à la mort animale qui résonne bien au-delà de ce qui est visible, en ce sens où la visualité, elle est intrinsèquement polycentrique. Et il y a trois choses qui se révèlent. C'est d'abord le rapport à la perspective qu'on va placer vis-à-vis de ces images. Il y a une multiplicité de réceptions possibles, une multiplicité de perspectives selon laquelle ces images peuvent être regardées et reçues, d'abord très individuelles, puis ensuite en fonction de son régime alimentaire, de sa profession, etc., qu'on soit boucher, éleveur, vegan, journaliste. Évidemment, on va avoir une vision très variable. Il y a la contamination des autres sens, évidemment, et notamment l'audition, qui joue un rôle très très fort dans ces vidéos, notamment quand on entend les piaillements simultanés de milliers de poussins dans les couveuses. Et puis le dernier élément, c'est évidemment les structures normatives et les représentations iconiques de la vie animale qu'on peut avoir et qu'on mobilise, évidemment, quand on voit ces images. Alors, en guise de conclusion très très brève sur cette intervention, je voudrais d'abord vous redire combien les technologies numériques et plus encore la vidéo permettent aujourd'hui à des groupes militants comme L214 d'alerter la population, les médias, les pouvoirs publics en façonnant, partageant ou encore en promouvant leurs découvertes sur Internet. Une manière de faire qui rend compte d'une réalité nouvelle au fond, qui est que la question politique, loin d'être entre les mains des seuls politiciens, est désormais bel et bien et plus que jamais dispersée au sein de la société. Grâce aux outils numériques, il est maintenant possible de maintenir cette tension permanente dont je parlais en ouverture de mon propos pour faire bouger les lignes et ça c'est un élément très important dans le cadre de l'action de L214, dans le cadre d'un respect du modèle démocratique, car il apparaît très clairement, et j'en finirai par là, que L214 a fait le choix d'une posture dite de guerre de position, décrite par Antonio Gramsci, comme principe préférable à la guerre de mouvement dès lors qu'on engage une lutte
contre une hégémonie culturelle, ici, le capitalisme industriel qui est symbolisé par cette industrie de l'élevage et de l'abattage. Et c'est le choix qu'ont fait les militants de l'association en décidant de ne pas adopter frontalement la voie du conflit idéologique, mais au contraire de progressivement se rallier la cause de différents groupes sociaux et idéologiques autour de cette lutte qu'ils ont engagée contre les dysfonctionnements de cette industrie de l'élevage et de l'abattage. Je pense en particulier à des organisations comme PETA ou 269 Live qui ont des postures beaucoup plus radicales et beaucoup plus offensives. Voilà, je crois que j'ai à peu près tenu mon temps. Merci à vous.